Voilà, c'est encore moi, Prudence DCA, votre coach formatrice en web entrepreneuriat. Si vous voulez être coach, formateur, consultant, infopreneur, vous voulez vous spécialiser dans l'affiliation, cette formation, elle est pour vous. Cette formation, ce programme de formation Devenir entrepreneur est pour vous. C'est une série de capsules vidéo et aussi de PDF que nous mettons à disposition pour vous apprendre à vous lancer dans des métiers de web tels que consultant, coach, formateur, infopreneur, affilié, etc., etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. Laissez-moi un pouce et invitez vos amis, vos connaissances, vos collaborateurs à s'abonner à la chaîne pour bénéficier gratuitement de ce programme Devenir entrepreneur. Nous avons vu, nous sommes toujours dans le cours de votre positionnement stratégique et dans les vidéos antérieures, nous avons entamé le positionnement pour les formateurs, ok? Les points de différenciation pour votre position, nous avons vu dans le cours précédent l'approche pour les formateurs. Aujourd'hui, nous allons voir les points de différenciation pour votre positionnement stratégique pour vous qui vendez des offres d'accompagnement et qui vendez des offres de services, ok? Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Vous vendez une offre d'accompagnement. Lorsque vous vendez une offre d'accompagnement, quels sont les différents points de différenciation que vous pouvez utiliser pour assurer votre positionnement stratégique, c'est-à-dire pour faire naître dans l'esprit de vos prospects que votre offre, votre accompagnement est le produit idéal, le produit à ne pas rater, l'accompagnement à ne pas rater. Donc, vous positionnez dans l'esprit de votre prospect comme la solution à leurs besoins. Ok? Donc, premier point de différenciation, c'est de savoir d'abord quel type d'accompagnement vous proposez. Il me semble utile de vous rappeler ce qu'est du coaching, du consulting ou encore du mentoring. Parce que plusieurs personnes font un amalgame de ces différents thèmes-là. Coaching, consulting, mentoring. Par exemple, je remarque que sur Internet, beaucoup s'approprient le titre de coach tout en proposant des prestations qui n'ont rien à voir avec le coaching. Selon les besoins, ce sera à vous de trouver la bonne approche tout en étant clair avec vos clients. Qu'est-ce qu'un formateur? Qu'est-ce qu'un coach? Formateur ou coach? Il existe une réelle différence entre un formateur et un coach. En ce qui concerne le formateur, il y a une notion de transmission d'un savoir-faire, d'un savoir-être ou d'un savoir-faire en posture dite haute, c'est-à-dire le formateur est en posture haute, le formateur transmet, il donne ce qu'il a, il transmet cette compétence qu'il a déjà à l'apprenant. Ok? Donc, il transmet donc son savoir-faire, lui, son savoir-faire à l'apprenant, il transmet son savoir-être à l'apprenant, il transmet son savoir-faire à l'apprenant. Donc, on appelle cela la posture dite haute. Ça, c'est dans le cadre du formateur. Alors que pour le coach, on part directement de la personne et on joue plus un rôle de catalyseur, de révélateur, c'est-à-dire on est dans une posture basse. Ce sont les compétences professionnelles, personnelles du coaché qui sont mises en exergue. Nous, on ne sert que de révélateur de ces compétences-là. Donc, ce ne sont pas les compétences du coach qu'il transmet au coaché. Non.
ce sont les propres compétences, ce sont les propres capacités du coaché que le coach ne fait que l'aider à révéler. Il n'y a pas donc de transmission de savoir. Il n'y a pas donc de transmission de compétences. D'accord? Le coach donc est en posture basse. Le coach est en avant. Le coach ne fait que suivre le mouvement. Le coach ne fait que propulser, révéler, d'être un élément révélateur. C'est comme vous avez votre sang, vous partez faire un examen biologique. On utilise des formules, des produits qui sont des révélateurs pour permettre de savoir, par exemple, que pour avoir telle ou telle réaction, pour déceler tel ou tel type de maladie. C'est ça le rôle du coach. C'est un catalyseur, c'est un révélateur. Il est en posture basse. Le formateur, lui, il a la transmission de lui, son savoir. Donc, il est en posture haute. En revanche, ce qu'on veut dire, les qualités d'un coach sont proches de celles d'un formateur. Mis à part cette nuance, les qualités du coach sont proches parce que les qualités principales du coach sont la bienveillance, la neutralité, l'empathie et l'écoute. Ce sont les 4 qualités principales qu'un coach doit avoir. Un coach doit être bienveillant. Il ne doit pas vous condamner. Un coach ne doit pas être un juge, un inquisiteur, un procureur. C'est pas un tribunal. Le coach ne doit pas être là. Non, 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 non. Il doit avoir suffisamment de bienveillance. Il doit être neutre. Il ne donne pas de directives. On doit faire, non, vas-y, tu dois faire cela maintenant. Non, bon, non, 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 ça tu as mal fait, tu dois faire. Non. Il doit être capable d'empathie. Il doit être capable de ressentir. Il doit être capable de sentir, ressentir et de se mettre dans la peau du coaché. Il doit avoir surtout une très bonne qualité d'écoute. Vous venez parler au coach, vous êtes en train de le... Et il vous coupe à tout le temps. Non. Il doit prendre le temps de vous écouter et surtout de savoir vous écouter. Parce qu'il y a la manière d'écouter. D'accord? On pourra certainement voir la qualité de l'écoute, peut-être dans un cours ultérieurement. Si vous voulez, vous mettez ça en commentaire, on va le voir. Soit dans le groupe Facebook où on fera certainement une vidéo là-dessus. Mais il y a la qualité de l'écoute. Il faut savoir écouter. Écouter ne veut pas dire se taire simplement. Ça ne veut pas dire interrompre, deviner ce qu'il doit dire pour anticiper. Non. Il faut savoir écouter. Et il faut savoir, dans l'écoute, emmener le coaché à s'exposer, à se révéler. Donc, la position du coach n'est pas celle d'un expert formé au métier du coaching. Tu peux coacher quelqu'un qui est dans un domaine dans lequel tu ignores tout. Tu n'as pas besoin d'être un expert en bâtiment pour coacher quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Mais par contre, tu dois avoir de l'expertise en bâtiment pour former quelqu'un dans le bâtiment. Donc, la position du coach n'est pas celle d'un expert formé au métier du coacher, mais plutôt celle d'un expert dans le processus de développement de la personne face à ses difficultés. Le coach, son expertise, c'est d'être capable d'emmener le coaché à développer ses compétences, ses capacités pour faire face à ses difficultés, pour faire face aux problèmes qu'il rencontre, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine personnel. On peut être coach d'entreprise, ça ne veut pas dire forcément que ce sont dans les entreprises là où vous avez des compétences, là où vous avez de l'expertise dans leur domaine, seulement que vous devez coacher, même si cela est l'idéal.
Vous pouvez coacher une expertise. Moi, je suis commercial au départ. J'étais commercial, j'ai une formation commerciale. Mais en tant que coach d'entreprise, je ne vais pas juste coacher des entreprises commerciales. OK? L'art du coaching, donc, est de favoriser chez la personne accompagnée, c'est-à-dire chez le coaché, la prise de conscience nécessaire afin de faire émerger les axes de réussite et de performance, les incohérences possibles et les problématiques clés qui sont bien souvent cachées, mais éminemment stratégiques dans son développement. Donc, le coach doit emmener le coaché lui-même à faire émerger, à révéler, à faire ressortir, à faire ressurgir les éléments qui vont permettre sa réussite ou les éléments qui vont assurer pour lui une meilleure performance, qui vont lui assurer la réussite, en faisant ressortir toutes ces incohérences, c'est-à-dire tout ce qu'il a en profondeur comme incohérence, toutes les problématiques qui sont cachées en lui et qui lui permettront donc, en découvrant, en se connaissant, en découvrant ses problématiques, ses incohérences, mais en découvrant aussi ses forces, en découvrant aussi ses compétences, de pouvoir donc de façon stratégique assurer son développement. Le coaching est une relation qui s'inscrit dans des projets contractualisés, c'est-à-dire c'est un contrat entre le coach et le coaché et qui vise à atteindre un ou des objectifs de développement définis dans le temps. Le coaching, on dit, on fait ce coaching-là parce qu'on veut atteindre tel objectif dans tel délai de temps. Donc, le coaching est bien défini de façon temporaire et ses objectifs aussi sont bien définis dès le départ. Les séances sont limitées. On ne fait pas 1000 séances de coaching. On n'interpelle pas le coach, on ne va pas voir le coach à tout instant, à tout moment de la journée, à tout moment de la nuit. Non, le coach n'est pas à votre disposition. Les séances de coaching sont limitées. Si on a dit on va faire 10 séances pour atteindre tel objectif, donc tel nombre de temps, ce sont les 10 séances qui vont être faites. Il faut éviter que le coaché devienne dépendant de la relation coach-coaché. Donc, les séances sont différentes. On ne peut pas, non, bon, aujourd'hui j'ai mal à la tête, coach. Ah, aujourd'hui j'ai tel souci. Non, coach, bon, je n'arrive pas à comprendre tel sujet. Non. Le coaching est défini. Il est bien défini. Les objectifs sont définis. OK? Il s'agit donc d'un accompagnement. Le coaching est un accompagnement de développement à partir du potentiel de la personne accompagnée. Ce n'est pas à partir de l'expertise du formateur. Vous voyez la différence? Comme formateur. Là, on parle de la personne coachée. Ce sont ses propres compétences. C'est son propre potentiel. On ne lui fournit pas la recette. On ne fait pas de transfert de compétences. Ça, c'est le formateur. Le formateur dit, voilà, 5 méthodes, 5 piliers pour pouvoir faire ça. Voilà le plan de développement. Voici telle approche pour ça, c'est la formateur. Le coach, il ne fournit pas de recettes. Il ne fait que accompagner le coaché dans le développement à partir de son propre potentiel, sans lui fournir de recettes et sans la dimension transfert de compétences. Le rôle du coach est d'aider le client à produire ses propres solutions et ses propres stratégies. C'est le client même. Donc, quand on voit sur le net, non, coach, et puis les gens écrivent leur histoire, et puis le coach dit, bon, tu dois faire ceci, cela, c'est pas du coaching. Ce n'est pas du coaching. Non, on va trouver un nom pour ça. Si c'est ce que vous voulez faire, ce n'est pas du coaching. Coach, attends, je suis à l'écoute.
Et les gens vous racontent leur histoire. Voilà, mon mari, il est parti, ma femme, elle a fait ceci, ou bien mon entreprise, elle est comme ça. Et puis le coach va venir vous dire, bon, tu sais, ton entreprise, il faut chasser le cuisinier, c'est lui qui n'est pas bon. Ou bien ta femme, elle est sorcière, c'est pour ça, il faut faire... Ce n'est pas du coaching. Ce n'est pas du coaching. Parce que le rôle du coach, ce n'est pas de donner de recettes, ce n'est pas de donner de solutions, c'est d'emmener le client à trouver lui-même ses propres solutions, à définir lui-même ses propres stratégies. Donc, cet accompagnement est difficilement quantifiable. Le coaching, il est difficilement quantifiable. Galilée dit, on ne peut rien enseigner à autrui, on ne peut que l'aider à se découvrir lui-même. C'est la meilleure définition du coaching. Donc, attention. Si vous prétendez proposer du coaching, vous devez savoir qu'un coach professionnel, c'est un métier spécifique. Il faut donc avoir une formation. Et vous devez savoir qu'une action de coaching ne relève pas de la formation par compétence. Ce qui est le cas pour l'accompagnement pédagogique. Donc la formation pédagogique, elle relève de la formation par compétence. Le coaching ne relève pas de la formation par compétence. Ensuite, un autre concept à la mode, mentor, mentoring. Le mentorat pourrait être envisagé de la façon suivante. Comment puis-je vous aider à progresser dans l'entreprise? C'est ça le mentor. Comment puis-je vous aider à progresser dans l'entreprise? Le mentorat, c'est donc une relation d'échange qui vise le transfert de connaissances et d'expérience. Vous voyez, en plus de la connaissance, de la compétence du formateur, il y a l'expérience qu'il ajoute. Sa propre expérience afin de permettre au mentoré d'avancer tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est davantage une relation d'aide qui s'inscrit sur le long terme. Le coaching est sur le court terme, mais le mentorat est sur le long terme. C'est une relation d'aide. Ce n'est pas un accompagnement. Dans le mentorat, le mentor, en plus de ses compétences, il ajoute ses expériences. Le mentor conseille l'individu au mieux de sa connaissance et lui transmet ses savoirs, ce qu'il a accumulé comme expertise, expérience et connaissance de l'entreprise. Donc, le mentor doit être forcément dans votre domaine. Oui, c'est son expérience qui vous transmet. C'est son savoir qu'il vous transmet. C'est son expertise qui vous transmet. Donc, il est important que le mentorat se fasse dans un domaine où vous avez de l'expérience. On ne peut pas mentorer quelqu'un sur quelque chose sur lequel vous n'avez aucune expérience personnelle. Parce que c'est votre expérience. C'est vous transférer à la fois vos connaissances et votre expérience. Donc, le mentoring en anglais, moi je reviens toujours à mes termes anglais. Donc, le mentoring en anglais ou le mentorat en français consiste à jumeler, c'est-à-dire à mettre ensemble, à jumeler une personne d'expérience, c'est-à-dire une personne qualifiée, le mentor, quelqu'un qui a déjà de l'expérience, quelqu'un qui a avancé sur un domaine, avec une personne qui souhaite progresser dans un domaine ou améliorer ses compétences. Donc, le mentoring ou le mentorat en français, c'est de jumeler le mentoré, le mentor et le mentoré. Le mentor qui a des compétences, qui a de l'expérience, et le mentoré qui cherche à progresser pour acquérir ce niveau de compétence, ce niveau d'expérience. Une chose est importante, à savoir, le mentor n'accomplit pas une mission rémunérée.
Le mentorat est gratuit. Le coaching est payant. La formation est payante, mais le mentorat est gratuit. Il intervient dans une quotidienneté non limitée. Pendant que les séances de coaching sont limitées, même les formations sont limitées, le mentorat n'est pas limité dans le temps. Le mentorat, c'est nos limites. C'est un rôle généralement attribué à un parrain, à une personne d'expérience en interne dans une entreprise. Donc, vous pouvez prendre, normalement, dans le système anglo-saxon américain, quand vous arrivez, on vous confie un mentor. Quand vous entrez dans une entreprise, on vous confie quelqu'un qui a plus d'expérience, quelqu'un qui a plus d'ancienneté dans l'entreprise comme mentor. Et vous aussi, quand vous aurez acquis plus d'expérience, on va vous confier un mentoré. C'est comme ça, c'est une chaîne. D'accord? Il est important de le faire, d'initier cela aussi. Dans une relation inter-entreprise, d'initier ce système de mentorat, là, de parrain, hein, de personnes d'expérience en interne dans l'entreprise qui va vous aider à progresser. D'accord? C'est une relation inter-entreprise rémunérée, ne peut donc pas être désignée comme du mentor. S'il y a une rémunération qui intervient, ce n'est plus du mentorat. Appelez ça comme vous voulez. Donc, si vous prétendez vous proposer du mentoring, sachez que le mentoring n'est pas une activité rémunérée. C'est une prestation. Si vous voulez faire une prestation d'accompagnement rémunérée, vous pouvez proposer soit un accompagnement pédagogique, ou bien vous pouvez proposer du coaching, ou vous pouvez proposer du consulting, pas du mentorat. Comme j'ai parlé du consulting, nous allons aussi voir ce que c'est que le consulting. Ça va vous permettre de savoir choisir quel type de service vous devez proposer. C'est la raison pour laquelle je vous explique ces différentes approches. Parce que ce sont des métiers du web qui sont très en vogue. Formateur, coach, consultant, mentor, ce sont des métiers en vogue. C'est pour ça que je prends ce temps pour vous présenter les points de différenciation de ces différents métiers du web. Donc, le consulting. Contrairement au coaching, le consulting porte sur l'amélioration de la performance d'une entreprise et non d'un individu en lui-même. Le consulting ne travaille pas sur une personne. Le consulting travaille sur une entreprise, sur une entité. Contrairement au mentoring, le consultant, lui, il est rémunéré et il apporte son savoir-faire sur un délai précis. Ce n'est pas un accompagnement indéfini. C'est pour un délai précis et c'est rémunéré. Tout comme un mentor, le rôle d'un consultant, c'est d'aider l'entrepreneur à trouver une solution à une problématique stratégique. Pour gagner en efficacité, souvent le consultant a son propre cadre du travail, ce qu'on appelle le framework. C'est son cadre du travail, là, son framework, qu'il applique au cas du client. Lui, il a ses propres compétences, il a son cadre du travail, il vient, il observe, il examine le besoin, la problématique stratégique du client et il lui dit, OK, voici ce que je propose, voici le cadre que je te présente pour que tu puisses résoudre cette problématique-là. Donc ici, l'expérience du consultant joue un rôle très important pour ne pas cloisonner le cas de l'entreprise dans un cadre non adapté. Il faut que le consultant ait suffisamment d'expérience pour savoir à quel type de cadre de travail, à quel type de solution est-ce qu'il doit entraîner son client pour ne pas l'envoyer dans un cadre non adapté. Il doit donc avoir de l'expérience, beaucoup même d'expérience. Parce que qui dit consultant dit expertise. Donc, on ne peut pas être consultant quand on est en démarrage. C'est une aberration. On ne peut être consultant que lorsqu'on a un background, lorsqu'on a beaucoup d'expérience,
lorsqu'on a acquis l'expertise avérée dans un domaine. Donc, on ne peut pas démarrer quelque chose, une activité, on ne peut pas se démarrer en étant consultant en temps. Il faut avoir déjà de l'expérience, il faut avoir une expertise avérée dans un domaine avec beaucoup d'expérience pour pouvoir se poser comme consultant. Il existe deux types de consulting, c'est-à-dire il y a deux types de consultants, c'est tout. Il y a le consultant qui conseille et qui offre ses recommandations stratégiques sans aider le client dans la mise en œuvre. C'est-à-dire lui, il vient, il regarde, paf, paf, voici ce qui ne va pas, ok, voici ce que vous devez faire, paf, ça s'arrête là. Dans ce cas, une fois la mission terminée, c'est au client de mettre en œuvre les recommandations du consultant. Le client doit donc avoir lui-même une certaine expérience pour exécuter la partie opérationnelle. Le consultant s'en occupe pas du tout, c'est pas son problème. Le deuxième type de consultant est celui qui conseille et apporte une solution, mais qui aide le client dans sa mise en œuvre sur la base de l'analyse de l'existence. C'est-à-dire, il assure en même temps l'opérationnel. Dans ce cas-là, le consultant se positionne comme un véritable partenaire. C'est-à-dire, il aide le client sur les deux facettes stratégiques et opérationnelles de sa problématique. Ce type de consultant est d'ailleurs le plus recherché parce que ça sert à quoi? De donner les idées, de donner les approches et puis de laisser le client se débrouiller. Parce que s'il n'arrive même pas à bien mettre en pratique ce que tu lui as donné comme expertise, comme cadre de travail, il va encore dans le mur. Donc, les consultants les plus recherchés sont les consultants qui, en plus du stratégique, offrent l'opérationnel, assistent le client, aident le client dans la mise en œuvre du cadre du travail proposé. Donc, il faut retenir que aider le client ne veut pas dire faire son travail à sa place. Sinon, ça devient une prestation de service. Et nous allons venir à cela tout à l'heure. Si tu donnes du poisson à un homme, il mangera un jour. N'est-ce pas ce que nous dit l'adage? Mais si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Il faut apprendre aux gens à pêcher et non pas à leur donner du poisson. Donc, pour faire la synthèse de ce que nous avons dit jusque-là, je voudrais dire donc que le formateur, le coach ou encore le consultant, ce sont des approches d'accompagnement et de développement des compétences qui correspondent à trois besoins complémentaires avec des frontières parfois confondues parce que ça crée une certaine sorte d'amalgame dans l'esprit des gens. Ces trois approches requièrent de l'accompagnateur des connaissances et des expertises différentes. Nous avons vu tout cela en long et en large. J'ai exposé les différents points de différenciation. OK? Mais je voudrais dire que les trois points d'approche essentiels sont celles-ci. Premièrement, le formateur, lui, son rôle, c'est de faire découvrir des savoirs, de transmettre ses compétences à lui dans une démarche pédagogique et les mettre en œuvre dans des exercices. C'est ce que je fais. À la fin du cours, il y a un workbook, il y a un exercice que vous devez télécharger pour exercer ce que vous avez retenu à la fin de ce cours. Ce sera à la fin des différentes vidéos de ce cours sur le positionnement stratégique. Ok, donc restez toujours connectés, restez toujours au fait des différentes vidéos pour pouvoir avoir les exercices à la fin de chaque cours. Donc ça, c'était le rôle du formateur. Le coach, lui, le coaching, lui, il exige une grande capacité d'écoute. C'est vraiment pour le coaching, c'est l'élément différenciateur. Pour le formateur, c'est la démarche pédagogique qui est le point de différenciation. Pour le coaching, c'est la capacité d'écoute qui est le point de différenciation parce que c'est cette capacité d'écoute
qui permet d'identifier les opportunités de développement et les zones d'inconfort de façon à faire émerger à travers des questions les enjeux, les vrais enjeux de développement et les pistes de solutions qui seront choisies par la personne concernée. Coaching, écoute. Le consulting, lui, il exige une expertise avérée, j'appuie là-dessus, une expérience vécue. On ne peut pas être consultant quand on n'a aucune expérience personnelle. À mon sens, le consultant doit avoir un intérêt réel envers son client dans la transmission de ses savoirs pris au sens large. Il doit donc s'assurer de la montée en compétence de son client en l'assistant sur la mise en œuvre des actions planifiées en amont. Sinon, si tu fais de la consultance et que tu n'assistes pas ton client sur le plan opérationnel, moi je dis que ça n'aura servi à rien. Donc, les différents points de différenciation seront donc le type d'accompagnement que vous voulez offrir. Si vous voulez vous mettre bien sûr dans l'accompagnement, l'accompagnement, c'est-à-dire l'accompagnement de formateur, l'accompagnement coach, l'accompagnement consultant. Les points de différenciation seront donc le type d'accompagnement. Donc, vous devez pouvoir, au vu de tout ce que je vous ai expliqué, vous êtes maintenant capable de choisir quel type d'accompagnement est-ce que vous souhaitez apporter à votre client. L'étendue ensuite de la gamme de votre offre suivant les besoins identifiés. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui vous permettront de faire la différenciation. Par exemple, si on prend le deuxième cas de figure, c'est-à-dire le consultant partenaire, le client aura l'assurance qu'il ne se retrouvera pas seul pour réaliser ses actions. C'est important. Si vous lui dites, OK, moi, en plus de te donner les éléments, tout, je vais t'aider. Je vais être avec toi durant toute la mise en œuvre. Parce que là, c'est souvent le problème. Les consultants, ils viennent, ils disent, voilà. Et puis, il s'en va. Lui, il a pris son taxe, il prend son argent, il s'en va. Mais si vous ajoutez ça, vous voyez, ça devient un point important de différenciation. Je le répète encore, sans expérience, la mise en œuvre ne peut être qu'imparfaite. C'est à vous donc de vous questionner sur quelles sont les formes d'accompagnement dont on a besoin ou bien dont ont besoin vos clients et dans quelle situation. Il faut vous poser cette question afin de choisir correctement, de choisir de façon avisée le type d'accompagnement que vous pouvez apporter à votre client. La formation, le coaching ou encore le consulting, ce sont des approches complémentaires. C'est pourquoi un formateur, il a tout intérêt à proposer du consulting ou même du coaching pour vivre confortablement dans son activité. Et le plus important, c'est que un coach ou un consultant a aussi tout intérêt à prévoir la mise en place de contenu pédagogique sur son domaine d'expertise. C'est-à-dire le consultant, le coach, le formateur, il doit pouvoir avoir soit des articles de blog, il doit pouvoir mettre en place des guides, des modules de formation, etc., pour se faire connaître et se faire démarquer de la concurrence. Le deuxième point, lorsqu'on propose l'accompagnement, le deuxième point de différenciation, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est la garantie satisfait ou remboursée. Dans le cas de l'accompagnement, vous vendez votre temps contre de l'argent. Cette garantie ne peut être que différente de celle que vous pourriez offrir pour la vente d'une formation en ligne. Vous ne pouvez donc pas utiliser un type de garantie satisfait ou remboursé parce que c'est votre temps. OK? Donc, vous ne pouvez pas dire satisfait ou remboursé après 30 jours ou bien après un mois. Néanmoins, si vous offrez un accompagnement de longue durée, c'est-à-dire un accompagnement sur 3 mois, vous pouvez rassurer par exemple votre client avec une garantie du type, lui dit par exemple, rembourser si tu n'es pas satisfait après les 15 premiers jours ou bien après les 2 premières séances ou après les 3 premières séances, si tu n'es pas satisfait, on te rembourse. Voilà.
Ou bien vous pouvez aussi dire pour un forfait d'accompagnement de 5 à 10 sessions de coaching ou encore pour un programme de consulting d'une durée inférieure ou égale à 1 mois, vous pouvez offrir d'abord 1 heure de séance gratuite pour que le client puisse tester d'abord vos capacités avant de prendre ou bien pour qu'il puisse s'engager en ayant connaissance de toutes vos compétences ou de toutes vos limites. Voilà. C'est pas une formation, donc c'est ça la complicité. Le troisième point de différenciation, c'est le contrat. Un coaching, une consultance, un accompagnement doit être appuyé par un contrat. Les faux coachs et les faux consultants pullulent sur la toile. Il est donc important pour se différencier d'avoir un contrat bien rédigé. C'est capital, hein, parce que ça permet de rassurer le client sur le sérieux de votre prestation d'accompagnement. Votre contrat doit donc être explicite et le plus transparent possible. Le contrat doit comprendre l'objet du contrat, qui doit être défini de façon claire. L'engagement du coach ou du consultant, l'engagement du client, les modalités pratiques du cadre de l'accompagnement, la méthode que vous allez utiliser, les moyens que vous allez utiliser, les conditions financières du contrat, la déontologie, l'engagement de responsabilité, les clauses de résiliation du contrat, les droits applicables et les moyens de résolution des différents litiges. Votre contrat doit comprendre ces éléments de façon claire et explicite. Vous trouvez à la fin de ce cours, je vais vous mettre les différents éléments du contrat et vous allez me rédiger, pour ceux qui veulent se lancer dans l'accompagnement, vous allez me faire des propositions de vos contrats et ensemble, on va en discuter. Et à la fin du cours, sur le positionnement stratégique, je vais vous apporter un exemple type de contrat pour vos offres d'accompagnement. Pour ne pas rendre cette vidéo longue, je vous invite encore à vous abonner et je vais vous laisser là. Nous allons voir dans une prochaine vidéo quelle est l'approche de positionnement stratégique, le point de différenciation pour une approche lorsque vous vendez des offres de services. Alors, à tout à l'heure pour le troisième type de métier. Nous allons voir les points de différenciation lorsque vous vendez des offres de services. À tout à l'heure.